Donc aujourd'hui, nous allons nous pencher donc sur le sujet de la restauration collective, qui est un levier central pour les collectivités territoriales pour favoriser une alimentation durable et répondre à un ensemble d'enjeux voilà, un ensemble d'enjeux en matière d'éducation, de santé, d'environnement, mais aussi de développement économique durable. On va donc voir quelles sont les obligations des collectivités territoriales en la matière et surtout quels sont les leviers d'action dont elles peuvent s'emparer pour favoriser cette restauration collective durable. Pour échanger sur ce sujet, nous avons fait appel au réseau 1 plus bio et notamment à deux de ses animatrices, donc Inès Reviulta, qui est animatrice de l'Observatoire 1 plus bio, et Amandine Pieux, qui est animatrice du Club des territoires 1 plus bio. Et nous avons également fait appel à un témoignage d'une collectivité, et c'est Pauline Blondel, qui est chargée de projet agriculture et alimentation à la ville de Grande-Synthe, qui nous présentera les actions développées par Grande-Synthe en la matière. Moi, je vais juste stopper mon partage d'écran et nous allons pouvoir démarrer du coup avec Inès et Amandine. Et je vous propose dans un premier temps de nous présenter le réseau 1 plus bio. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors pour l'instant, je ne vais pas partager de diapo, mais après, effectivement, j'aurai quelques trucs à vous montrer. Donc moi, c'est Inès, Amandine à côté de moi. Donc l'association 1 plus bio a été créée en 2002. Donc c'est assez ancien et on est une petite équipe, hein, on est 3 salariés, bientôt 4. On est basé sur Nîmes, donc dans le sud de la France. Et aujourd'hui, on anime en fait un club des territoires. Donc, il y a un réseau en fait de collectivités engagées dans des politiques alimentaires de qualité et notamment en restauration collective. Donc, cette association 1 plus bio, elle a plusieurs missions. En fait, souvent, en fait, je m'appuie un petit peu sur les différentes activités qu'on mène puisque ça structure aussi l'équipe d'Un plus bio. Donc, une des premières missions de l'association, c'est en fait un gros travail de veille, de collecte et d'analyse en fait des initiatives qui sont menées aujourd'hui en restauration collective. On a créé en 2017 un observatoire de la restauration collective bio et durable. Et cet observatoire, donc je ne m'avance pas trop puisque je vais vous présenter après les principaux résultats. Mais l'objectif, en fait, c'est vraiment de capitaliser un maximum d'initiatives autour de la restauration collective qui en fait utilise la cantine comme un levier pour agir sur l'alimentation sur son territoire. Donc ça, c'est une des missions de l'association et du coup, à travers l'observatoire, on partage et on essaye d'essaimer en fait toutes ces initiatives qui sont faites partout en France, puisque j'ai oublié de le mentionner quand même. On a un réseau national, on est basé à Nîmes, mais on rayonne sur toute la France. On a une centaine d'adhérents qui sont des villes, des départements, des régions et des intercommunalités. Donc on a une grande, je dirais, richesse de territoires et une diversité d'initiatives. Et du coup, ça nous permet, grâce à cet observatoire, de collecter aujourd'hui environ 300 politiques alimentaires qui représentent à peu près Ensuite, la deuxième mission de l'association, c'est l'animation de ce club des territoires. Alors, je vois que ma connexion est instable, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. On t'entend bien. De mon côté, en tout cas, il y a une petite coupure. Tu as parlé de 300 retours qui représentent on ne sait pas combien de collectivités. J'ai dit 6 000 cantines et 800 000 repas par jour. Voilà. Et du coup, donc la deuxième mission de l'association, c'est d'animer le club des territoires. Donc l'animation, en fait, elle passe, ça ressemble assez aussi à ce qui est proposé au RTES, c'est-à-dire qu'on crée des synergies et des coopérations entre les territoires autour de ces politiques alimentaires. Donc ça passe par des événements, ça passe par des journées techniques, ça passe aussi par des ateliers virtuels, puisque depuis l'année dernière, on a pas mal d'ateliers thématiques qui se sont créés, donc soit sur des projets en fait très précis, d'une régie agricole, des politiques de santé, ça passe par aussi des outils d'approvisionnement. Donc en fait, on prend une problématique, on travaille avec un petit groupe de collectivités, certaines qui ont beaucoup avancé sur le sujet et d'autres qui sont justement au tout début.
Et ce club des territoires aussi, on le fait vivre grâce à quelques outils comme l'annuaire, ce qu'on appelle un annuaire qualifié, c'est-à-dire une plateforme où on met en fait toutes les informations sur les collectivités adhérentes et elles peuvent aussi prendre contact directement entre elles pour essayer d'aller visiter, de créer des visites de terrain, etc. La troisième activité, la dernière d'un plus beau, que en fait, je regroupe un petit peu sous un chapeau que j'appelle créer et diffuser de la connaissance. En fait, cette partie-là, c'est à la fois notre travail de plaidoyer, puisqu'on est, voilà, vous l'avez remarqué dans le nom 1 plus bio, c'est quand même pas anodin. Donc, nous, on travaille vraiment sur l'entrée bio et locale en restauration collective. Et du coup, on a un plaidoyer qu'on fait vivre à travers nos guides. D'ailleurs, que je n'ai pas là, je voulais les prendre pour vous les montrer. On a publié 2 guides. Super, merci beaucoup. Donc, un premier guide sur les cantines bio à destination des élus et un deuxième guide, mais qu'on pourra vous mettre à disposition, hein, à destination des parents sur justement le thème de la cantine bio et locale. Donc, ces petits guides, ils sont téléchargeables gratuitement sur Internet et ça nous permet en fait de diffuser des clés de compréhension et d'action auprès des acteurs pour mobiliser vraiment tout le monde sur ce thème de la cantine bio. Et du coup, pour terminer sur cette partie-là, il y a le plaidoyer, mais il y a aussi tout un travail de recherche-action. Alors, à la fois à travers la participation à des projets de recherche de l'INRAE, d'autres réseaux de chercheurs comme le réseau CELT qui travaille énormément sur les transitions alimentaires. Et puis, bien sûr, nous-mêmes, on essaye aussi de monter des projets de recherche. On travaille énormément sur la thématique on appelle ça les friches rebelles. En fait, c'est l'idée de relocaliser l'alimentation en s'attaquant à des politiques foncières et agricoles sur les territoires. Donc voilà, ça fait partie. On essaye aussi d'être en veille sur des thématiques émergentes et du coup, forcément, de s'en saisir pour travailler ça avec nos adhérents. Voilà, j'en ai fini pour la présentation d'un plus bio. Merci Inès. Juste pour rebondir sur la présentation des guides, effectivement, ils sont bien sûr en ligne sur le site d'Un Plus Bio, mais voilà, je les avais aussi partagés sur la page d'invitation à ce webinaire, donc ils sont également disponibles, enfin en tout cas celui à destination des élus est disponible aussi sur le site du RTES et on le partagera effectivement ensuite. Donc merci beaucoup pour cette présentation complète qui effectivement peut faire écho à pas mal des manières de travailler d'un réseau de collectivités comme le RTES. Et bien là, l'idée c'était de du coup faire le point sur les obligations pour les collectivités territoriales en matière d'alimentation durable au sein de la restauration collective. Je crois que tu as un diaporama, c'est toi qui le partages Inès ou... Oui, je peux, ou ce sera peut-être plus simple. On Très va bien. l'activer tout de suite. Est-ce que là, vous le voyez? Tout à fait. Par contre, on ne le voit pas en... Voilà, nickel. Mieux, hop, donc je passe directement. Donc en fait, voilà, pour répondre un peu à la question de Chloé, donc sur la loi Egalim, dont vous avez sûrement tous entendu parler, en fait, cette loi Egalim, elle s'inscrit, elle est née en fait des États généraux de l'alimentation et elle a été adoptée, c'était en novembre 2018, si je me souviens bien. En tout cas, c'était en 2018. Oui, c'est ça, 30 novembre 2018. Voilà, donc c'est une loi qui avait suscité énormément de débats au niveau du Sénat notamment, avec les 20% de bio qui avaient été retoqués dans un premier temps. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu des débats qu'il y avait eu autour de ça, mais ça avait été quand même un cap important en termes d'alimentation en restauration collective. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'était de vous partager un petit peu les principales obligations de cette loi pour la restauration collective. Donc, on parle bien ici de toute la restauration collective publique, donc de la crèche, en passant par les collèges, les lycées, les EHPAD. Donc, ça, c'est vraiment, tout dépend en fait de l'échelon de la collectivité dont on se positionne, que ça soit une ville, une intercommunalité, un département ou une région, ou l'État même. Donc aujourd'hui, en fait, cette loi, à l'horizon 2022, elle impose à la restauration collective d'introduire à minima 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio ou en conversion.
Donc, pour bien repréciser, parce que c'est souvent quand même un point un peu ambigu, c'est que les 20% de produits bio, ce ne sont pas 20% des 50%, mais c'est bien 20% de la totalité des achats. Donc, c'est 50% et 30%, et c'est 30% et 20% si on redécoupe en deux parties. Et ces 20%, ils sont calculés en valeur d'achat, c'est-à-dire en fait sur le montant global des achats, on sera obligé d'avoir à minimum 20% de produits bio. Parce que c'est souvent aussi une question qui est posée, puisqu'on a des collectivités qui aujourd'hui calculent la part de bio en nombre de composantes. Donc une composante d'un menu, c'est par exemple l'entrée ou le fromage ou le dessert. Voilà. Donc il y a différentes manières de le calculer, mais la loi impose vraiment de le calculer comme ça. On peut se demander du coup ce qu'il y a derrière la mention durable et de qualité. C'est aussi ce qui a beaucoup fait débat. Donc aujourd'hui, on retrouve dans les 50% des produits sous signe de qualité, sont les plus faciles à identifier et les plus connus en général. Donc les signes de qualité, j'entends label rouge, les AOC, les AOP, les IGP, SPG, voilà. On peut retrouver toutes ces mentions-là détaillées dans le décret d'application de la loi. On a aussi des produits acquis. Alors, ça, c'est une mention un peu barbare, je vous l'accorde. Ce sont donc des produits acquis en prenant en compte le coût imputé aux externalités environnementales. Alors ça, c'est une mention qui a été introduite dans la loi Egalim, mais qui aujourd'hui, on n'a pas d'outil pour le calculer. Donc autant vous dire que voilà, c'est assez quand même complexe, mais ça fait partie de ces produits durables et de qualité. On a aussi les produits avec la mention issue d'une exploitation à haute valeur environnementale. On a la mention produits fermiers, produits de la ferme. Et pareil, là, je vous invite à vous référer au décret d'application pour voir vraiment la liste exhaustive. Et du coup, les 20% de, bien sûr, les produits bio ou en conversion. La loi Egalim, elle a aussi permis d'aborder d'autres sujets que les niveaux d'approvisionnement en produits de qualité. Elle aborde 3 principaux sujets qui sont les menus végétariens, le gaspillage alimentaire et la sortie du plastique. Alors, je voulais prendre le temps quand même de faire un petit focus sur ce qu'il y avait derrière ces mentions. Sur les menus végétariens, en fait, il y a une expérimentation du menu végétarien hebdomadaire qui a été lancée dès novembre 2019. Donc, dès novembre 2019, en fait, la restauration collective publique, alors je crois que c'est du coup de la crèche au lycée, qui impose d'avoir un menu végétarien une fois par semaine et de réaliser un plan pluriannuel de diversification des protéines pour avoir vraiment un bon équilibre nutritionnel dans ces menus. Sur le gaspillage alimentaire, les obligations, c'est de réaliser un diagnostic sur le gaspillage, de faire des dons aux associations ou aux structures qui peuvent redistribuer justement ces produits pour ne pas les gâcher, et de rendre public ces engagements, donc avec de l'affichage, de la communication. Et enfin, sur le plastique, donc à l'horizon 2020, donc là, normalement, ça doit être en application dans toutes les collectivités. C'est la fin des bouteilles en plastique, qui relativement sont peu courantes en général, de toute façon. Et par contre, ça, c'est à l'horizon 2025, la fin des contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique. Donc là, c'est vraiment quand même un gros changement pour la restauration collective, puisqu'on a beaucoup de cuisines qui sont quand même, qui ont été pensées autour du plastique. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal d'alternatives qui sont envisagées. On essaye aussi de travailler là-dessus, avec notamment des grandes villes qui sont quand même les plus concernées parce qu'elles ont des grosses cuisines centrales souvent. Et du coup, il y a des alternatives comme l'inox, comme la céramique et puis comme la cellulose qui est pas totalement satisfaisante pour certains puisque c'est une alternative en attendant que de passer sur autre chose. Mais voilà, il y a déjà des solutions en tout cas qui existent et qui sont testées sur les territoires. Alors, quelques observations par rapport à cette loi. Je fais un petit écart. On n'a pas abordé la question du local parce qu'en fait, la loi Egalim n'a pas apporté de changement majeur sur la question du local. C'était une attente forte pourtant des collectivités, mais au vu de la réglementation européenne et en fait du changement, enfin, il n'y a pas eu de changement au niveau de la règle des marchés publics.
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la loi Egalim, il n'y a pas de mention, de valorisation de l'approvisionnement local dans cette loi. C'est quelque chose quand même à soulever, puisque voilà, on sait qu'il y a des territoires qui travaillent vraiment cette dimension, et on verra quels sont les leviers juste après. L'autre observation sur la loi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de décret précisant les modalités de suivi et de sanctions sur la loi Egalim. Et du coup, nous, par rapport à ça, ce qu'on constate, c'est vraiment aux territoires, aux élus et aux collectivités de se mobiliser et de se saisir de cette loi pour justement progresser en matière de qualité alimentaire. Et pour ça, en fait, il y a quand même, heureusement, il y a pas mal d'outils qui sont mis à disposition par des réseaux, que ce soit des réseaux locaux, régionaux ou nationaux, sur le suivi et l'accompagnement. Parce qu'en fait, c'est vrai que finalement, une loi, elle peut avoir un impact fort sur les territoires si, à condition qu'il y ait un suivi et un accompagnement qui permettent en fait de savoir où on en est, quel est le point de départ de ma cantine, quels sont mes objectifs et quels sont les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour les atteindre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'outils mis à disposition par le gouvernement pour vraiment faire ce travail-là de diagnostic et de plan d'action. Mais du coup, je voulais vous présenter. Donc, il y a un panel assez important aujourd'hui d'outils dans le paysage des politiques alimentaires. Je vais vous en présenter deux déjà, et je pense que ça sera pas mal pour aujourd'hui. Donc, le premier, c'est le label EcoCert en cuisine. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Ce label, je vais le résumer avec cette diapo. Le label EcoCert en cuisine, il fonctionne un petit peu en fait comme la certification bio des agriculteurs. C'est-à-dire que c'est un auditeur externe qui va venir certifier, donc labelliser une cantine. Ce label, il est donc privé et payant, et il repose sur trois niveaux d'action, trois niveaux d'exigence plutôt. Un premier niveau qui est à partir de 10% de produits bio, mais il faut passer à 20% dans l'année. Le deuxième à 30% de bio et le troisième à 50% de bio. Bien sûr, il y a d'autres critères dans ce label. On n'est pas uniquement sur le bio, on est aussi sur le bio et local, c'est-à-dire qu'on a vraiment une recherche de traçabilité des filières pour avoir au moins 1, 4 ou 10 composantes, vous le voyez là, bio et local. Donc le local, EcoCert le définit comme les anciennes régions administratives et les départements limitrophes à ces régions-là. Sachez que ce label, il est en train d'évoluer. Donc là, en 2022, il y a la nouvelle grille de labellisation qui va sortir avec un ajustement par rapport à la loi, puisque aujourd'hui, justement, l'exigence, c'est 20%. Donc, vous imaginez bien que le niveau 1, du coup, va passer à minimum 20%. Donc voilà, il y a des petits changements. Et l'évolution aussi, c'est qu'il y a une prise en compte aujourd'hui de tout ce qui est produits ultra transformés, justement tout ce qui est plastique, éco-détergent. Donc voilà, le label essaye de prendre en compte en fait d'autres dimensions de ce qu'on peut appeler l'écologie en cuisine. Voilà, si jamais vous avez des questions, on les posera après, je continue. Donc, je voulais juste faire un rapide rappel sur l'actualité, puisque, comme vous le savez, avec le plan de relance, il y a pas mal d'aides qui sont débloquées sur l'alimentation et sur les politiques alimentaires des territoires. Excuse-moi Inès, je viens de voir une remarque, une observation d'Alice Landais sur le label EcoCert en cuisine qui indique un label payant, c'est toujours questionnant. Et elle indique on peut aussi appliquer le référentiel sans payer le label. Est-ce que côté un plus bio, oui. Et je comprends tout à fait la question. En fait, la seule différence d'avoir un auditeur externe qui vient contrôler, c'est que par exemple, pour les habitants, les convives ou alors les familles, ça permet d'apporter une vraie, je dirais, légitimité et une vraie certification. En fait, c'est vraiment ça la plus-value du label, c'est d'avoir un organisme extérieur à la collectivité qui va montrer que ce qui est avancé, les chiffres qui sont avancés sont vrais et sont bien concrets. Donc voilà, c'est un peu souvent le reproche parce on sait que l'effet d'affichage des fois peut être fort
dans certains cas, et du coup, le label vient un peu contrer ça. Mais bien sûr que d'ailleurs, ça n'empêche en rien à la collectivité de mettre en place un suivi et un contrôle de ces pratiques en interne. D'ailleurs, nous, on a pas mal de collectivités qui ont le label et qui ont un suivi quand même à travers leur commission menu, à travers des groupes de travail avec les parents et avec les élus. Enfin voilà, il y a plein de façons de suivre sa démarche. C'était un outil. Et on a aussi une question de Anne-Sophie Levaguerès de la communauté d'agglo de Roissy PAI de France qui demande qu'est-ce qu'une composante exactement, parce que c'est vrai que c'est un terme que tu emploies souvent. Voilà, Ouais. mais après, je te laisse continuer dans ton déroulé. Au contraire, c'est bien d'avoir des questions. Ça me permet de ne pas être toute seule face à mon diapo. Une composante, c'est en fait dans un menu, vous avez soit 4 ou 5 composantes. Il y a l'entrée. Ensuite, sur le plat, en fait, le plat représente 2 composantes parce qu'il y a la composante protéines et l'accompagnement. Et ensuite, le fromage, le produit laitier. Le produit laitier est une composante. Et ensuite, le dessert. Donc, en fait, on a des collectivités qui ont tout le temps 4 composantes par menu. D'autres qui en ont tout le temps 5 et d'autres qui alternent entre 4 ou 5 composantes. Ça dépend un petit peu. Ça permet l'effet de réduire le nombre de composantes. Ça permet des fois aussi de réduire un peu les quantités, les grammages, et du coup, ça peut être un levier de réduction du gaspillage. Voilà. Du coup, je continue. Oui. Je tiens juste à dire que j'ai vu la question de Monsieur Loscheider, c'est juste qu'il me semble qu'on y reviendra ensuite sur comment... Enfin voilà, je te laisse continuer sur les aides d'État, Inès, et je reviens ensuite sur... Donc, du coup, sur les aides de l'État, alors le plan de relance flèche aujourd'hui 50 millions d'euros sur la restauration collective, mais alors ces 50 millions, ils sont fléchés du coup pour les petites communes éligibles en 2020 à la fraction de la dotation de solidarité rurale. Alors encore des termes un peu barbares, mais en gros, je vous invite peut-être à aller voir aussi là le décret d'application. C'était aussi l'idée aujourd'hui de vous mettre à disposition tous ces liens et ces documents. Donc, comme il est dans le diapo, vous l'aurez. Donc, ces petites communes qui sont éligibles peuvent demander des subventions sur ce plan de relance, sur de l'investissement matériel et immatériel. Et du coup, ça va être donc des investissements dans l'objectif d'atteindre les objectifs des GaLim et du coup d'améliorer la qualité des repas. Et ensuite, on a 80 millions d'euros qui sont fléchés sur les projets alimentaires de territoire. Donc les PAT, alors principalement à travers l'appel à projet du PNA, du Programme national de l'alimentation, qui va en fait financer soit des PAT émergents, soit des projets d'essaimage, c'est-à-dire voilà, une collectivité ou une association, une structure qui a mis en place une démarche innovante et qui souhaiterait l'essaimer sur d'autres territoires. Et enfin, des innovations, donc des projets qui sont vraiment sur des innovations autour de l'alimentation. Voilà un petit peu les différentes phases. Donc pareil, si vous avez des questions sur les aides de l'État, je ne pense pas pouvoir répondre à toutes parce que voilà, je vous invite après à vous rapprocher des drafts pour ça, qui ont des réponses plus précises, mais peut-être qu'une ou deux questions, il n'y a pas de souci. Oui, il y a une question, Inès, sur l'appel à projet sur les PAT. Si vous savez quelle est sa date d'ouverture, enfin, jusqu'à quand est-il ouvert? Alors, la première phase a déjà eu lieu, mais il y a une deuxième phase qui est en cours depuis, je ne me trompe pas, 2 semaines. C'était, je crois, le 1er mars. Ouais, c'est ça, le 1er mars. Donc ça, en fait, la première phase, elle était uniquement sur les PAT émergents. Et la deuxième phase, elle est à la fois sur les PAT émergents et sur l'essaimage et l'innovation. Donc, par contre, jusqu'à quand ça court? Je crois que c'est mi-avril. Je crois que c'est le 15 avril. Oui, et Marine Corinthe de la communauté d'agglo Roissy Pays de France nous a partagé le lien dans le chat. Donc, vous aurez vraiment là toutes les informations si vous Vraiment, suivez ce lien.
c'est vraiment en ce moment et il ne faut pas hésiter à y aller parce qu'on voit que quand même, il y a des financements importants et ça peut permettre voilà, de créer une véritable animation sur le territoire. Donc, je pense que c'est le moment. Et il y a une question de Sophie Bertrand pour savoir comment savoir si une commune est éligible. Alors, comment savoir? Eh ben, je pense soit en recherchant sur Google la liste, il doit y avoir une liste en fait exhaustive des communes éligibles. Okay. Parce que par exemple, moi je sais, enfin, quelques retours des adhérents dans les Pyrénées-Atlantiques. Je crois qu'il y a quelque chose comme 2 ou 3 communes éligibles, donc c'est vraiment très peu. Donc j'ai l'impression que ça dépend en fait beaucoup des territoires, mais ça restreint énormément la cible de cette aide, Tout à malheureusement. fait. Bah, du coup, nous, on partagera cette liste sur la page retour de ce webinaire. Voilà, pour information. Alors, du coup, je vais poursuivre en fait. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du label. Le deuxième outil dont je voulais vous parler qui peut permettre de vous aider en fait sur le suivi et l'évaluation de votre démarche, c'est un outil gratuit cette fois. Oui, j'avais prévu de mettre quelque chose de voilà. C'était pas en fait le label en cuisine. Nous, on souhaitait le présenter aujourd'hui parce que c'est un label qui est pas mal utilisé par des membres du réseau et dont on a vu les vertus sur le territoire. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on n'hésite pas à le présenter parce qu'en fait, on a vraiment pu constater les effets positifs que ça avait sur des territoires qui avaient besoin à un moment donné de vraiment se fixer des objectifs et d'avoir ce contrôle et ce tampon qui était marqué. Voilà. Donc, je reviens sur l'Observatoire. Alors, l'Observatoire, c'est un outil mis en place par Un Plus Bio qui consiste en fait c'est un questionnaire en ligne, tout simplement. Alors, on a aussi une version papier pour ceux qui préfèrent, qui sont à l'ancienne. Donc, c'est un questionnaire en ligne assez long, puisqu'en fait, il interroge vraiment très largement tous les champs d'action autour de la restauration collective bio et durable. Donc, en passant par des questions sur le fonctionnement de la cantine. Donc, quel est votre modèle en fait? Est-ce que c'est une cuisine centrale, une cuisine sur place? Comment vous fonctionnez? Ça questionne aussi tout ce qui est gestion de l'équipe, formation, sensibilisation et puis gouvernance. Et toute la partie aussi, bien sûr, approvisionnement, outils présents sur le territoire, quelles sont les politiques alimentaires mises en place pour favoriser justement une alimentation bio et locale. Donc voilà, on a vraiment une grande diversité de questions. Et l'objectif de l'Observatoire, c'est de pouvoir aussi faire une sorte d'autodiagnostic pour voir où vous en êtes aujourd'hui. Voir aussi où vous en serez dans 5 ans, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de mettre à jour les données et du coup d'avoir la visibilité sur votre évolution. Et puis surtout, des fois, de remarquer qu'il y a une question que vous ne vous étiez pas posée et de pouvoir le partager au sein des services d'une collectivité. À un moment, on voit que l'alimentation est hyper transversale comme sujet et il y a souvent besoin en fait, de travailler avec le service qui est en charge de la politique de santé, avec le service en charge de la gestion de l'eau, avec le service aménagement du territoire. Enfin, il y a plein de services qui peuvent être concernés indirectement par cette politique alimentaire. Et du coup, c'est bien de pouvoir les associer aussi. Et le questionnaire de l'Observatoire a vraiment ce rôle-là. Pour en revenir aux faits, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous présenter les leviers et les freins identifiés grâce à l'Observatoire dans ses démarches d'approvisionnement bio et local en restauration collective. Et du coup, je vais commencer un peu par les 2 grands constats qu'on a pu en fait confirmer grâce aux chiffres de l'Observatoire et qui font souvent débat, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on n'hésite pas à les présenter dès qu'on a l'opportunité. Le premier constat, c'est que manger bio à la cantine, à coût constant, c'est possible. Alors ça, l'histoire du coût, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent sur le tapis, puisqu'on a beaucoup de collectivités qui nous disent oui, mais on n'a pas les moyens finalement d'acheter des produits bio et locaux et de qualité, et parce qu'on a des budgets serrés, et qu'on peut pas, voilà, du coup, on ne peut pas se permettre d'acheter des produits de meilleure qualité. Nous, ce qu'on a remarqué au niveau de l'Observatoire, c'est que en fait, il y avait des leviers d'action pour pouvoir justement réaliser des économies et avoir une maîtrise du budget qui permet en fait à la fois d'augmenter la part de produits bio et locaux
et de conserver en fait son budget initial. Donc pour ça, en fait, il y a peut-être un chiffre à retenir. C'est sur l'échantillon de collectivités qu'on a suivi entre 2017 et 2020. On voit qu'il y a une augmentation de 10% de produits bio sur ces 4 ans, sur ces 3 ans, pardon. Et pourtant, on voit que 70% de ces collectivités, en fait, ont augmenté leur part de bio sans surcoût. Donc, dans cet échantillon, vous le voyez, en vert, il y a même des collectivités qui ont réussi à diminuer leur coût matières premières en augmentant la part de bio. Donc, bon, c'est une diminution qui est souvent très légère, mais c'est pour montrer que voilà, il y a un moment donné, en fait, où il y a des actions qui sont mises en place au niveau de la cantine qui permettent de maîtriser le budget et de faire des économies sur certains postes qui vont qui vont être réintroduits, réinjectés sur des achats en bio et en local si possible. Donc ces 3 leviers, en premier, donc c'est vraiment les 3 premières réponses qui sont faites majoritairement par ces collectivités. C'est les menus végétariens. Donc les menus végétariens introduits de façon assez régulière, par exemple 1 fois par semaine, permettent en fait de réduire un petit peu le coût de ce repas, le coût matière première de ce repas, et du coup de réinjecter cette économie dans de l'achat de produits de qualité. Ça peut être de la viande bio, mais ça peut être aussi d'autres produits, des légumineuses, des céréales. Voilà. En tout cas, on estime qu'un repas sans viande ou sans poisson va coûter quand même moins cher en coût matière qu'un repas carné. Le deuxième levier, c'est celui de la lutte contre le gaspillage alimentaire qui est assez répandu dans les collectivités, qui est souvent une porte d'entrée assez utilisée par les cantines, puisqu'en fait, quand on va lutter contre le gaspillage alimentaire, forcément, on va réaliser des économies parfois assez impressionnantes. Et enfin, la réduction des produits ultra transformés au profit de produits bruts et de saison. Alors ça, en fait, la question des produits ultra transformés, c'est vrai que plus on va, on le voit nous même en allant au supermarché. Enfin, je veux dire, ça vaut autant pour son frigo que pour une cantine, puisqu'on voit que quand on achète des produits qui sont déjà préparés, forcément, il y a plus de valeur ajoutée et du coup, il y a un prix plus important. Et quand on revient du coup à des produits bruts qu'il faut préparer, laver, couper, éplucher, etc., et de saison, on a quand même un coût qui se réduit. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions sur cette partie-là. Il y avait une question de Mathilde Belus de Grenoble, Alpes Métropole, pour savoir si il y avait une partie déchets dans cet autodiagnostic, mais de fait, tu viens d'y répondre avec la partie gaspillage, en tout cas. Ouais, il y a une grosse partie qui est consacrée aux actions de réduction du gaspillage alimentaire, avec une série de propositions et en fait, tous les ans, dès qu'on a la possibilité, on ajoute des choses parce qu'il y a de plus en plus d'actions, une grande diversité d'actions sur le gaspillage alimentaire qui sont faites avec des choses assez innovantes. Donc, je continue en fait. Donc là, j'ai abordé la question du coût. La deuxième question qui était posée par Chloé aussi, c'était la question de l'approvisionnement, puisqu'en fait, il y a le deuxième constat qu'on a pu confirmer avec l'Observatoire, c'est que les cantines bio, c'est-à-dire les cantines qui privilégient les produits bio dans les menus, ont tendance à vraiment travailler sur l'approvisionnement local. C'est-à-dire qu'il y a une idée reçue comme quoi, en fait, les produits bio qu'on trouve en restauration collective sont des produits bio qui viennent de l'autre bout du monde. Et en fait, quand on regarde finalement les collectivités les plus actives sur le sujet, on voit qu'il y a une volonté de cohérence et vraiment un souci d'avoir des approvisionnements bio et locaux et pas uniquement bio. Donc là-dessus, forcément, ça demande de mobiliser quand même des outils et des compétences au sein des collectivités. Donc on a interrogé les participants à l'enquête sur quelles étaient les actions qu'ils avaient mises en œuvre en fait pour pouvoir s'approvisionner en produits bio et locaux et avoir vraiment une offre sur le territoire. Donc là-dessus, en fait, on voit qu'il y a un gros travail de fait sur les compétences et les savoir-faire des collectivités en interne, c'est-à-dire sur la formation notamment, la formation des cuisiniers
mais aussi ça peut être le fait de monter en compétence au niveau de la rédaction des cahiers la rédaction des marchés publics et des cahiers des charges. Donc en fait, on parle souvent du cuisinier, mais il y a aussi d'autres acteurs au sein des services qui sont très importants et qui peuvent avoir un rôle clé dans l'approvisionnement de qualité des cantines. Et du coup, c'est important de pouvoir aussi amener toutes les personnes qui travaillent sur le projet à monter en compétences. Et ça, c'est vraiment un levier assez important. Alors, quand je parle de formation, ça peut être assez... nous, on voit que les formations qui sont citées par les collectivités, elles prennent des formes très variées sur des sujets assez différents. C'est que ça peut être, c'est pas uniquement des formations de cuisine assez techniques, ça peut être aussi de participer à des temps d'échange, à des conférences comme vous le faites aujourd'hui, à des journées comme propose par exemple un Plus Bio, mais aussi d'autres réseaux. Donc voilà, ça peut être aussi de pouvoir partager en fait ces difficultés avec d'autres collectivités. Ça permet de monter en compétences et de mettre en place de nouvelles actions. Ensuite, il y a la question des outils de production, d'approvisionnement et de transformation, qui sont aussi un levier très important pour les collectivités pour réussir à s'approvisionner en bio et local. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs choses qui sont développées. Sur la partie production, on a de plus en plus d'exemples de régies agricoles aujourd'hui dans le réseau. Régie agricole, du coup, c'est le principe, c'est en fait un producteur qui va être salarié, un maraîcher par exemple, qui va être salarié de la commune et qui va en fait mettre en place une exploitation sur des terres communales pour approvisionner la cantine. Donc c'est vraiment un circuit ultra court. Ensuite, on a des collectivités qui font des réserves foncières, de l'acquisition foncière pour protéger les terres agricoles et installer des agriculteurs sur ces terres. On a la création de groupements de producteurs, des plateformes logistiques comme on le voit, je cite par exemple le réseau Manger Bio, qui est un réseau de plateformes de producteurs uniquement en bio, qui référence d'ailleurs sur leur site si vous voulez le voir, si vous voulez voir s'il y a une plateforme dans votre région, je vous invite à aller sur leur site, il y a une carte interactive et vous pouvez retrouver toutes les infos. Et bien sûr, des politiques d'accompagnement des filières, donc d'accompagnement sur la structuration. Et enfin, des outils de transformation qui sont aussi très importants pour la restauration collective, puisque, par exemple, je parlais tout à l'heure de s'approvisionner en produits bruts. Les légumes, c'est vrai que si on n'a pas la place de les préparer, de les laver, de les découper, et ben, du coup, ça veut dire se munir d'un outil peut-être extérieur à la cantine, comme une légumerie, ça peut être un abattoir, ça peut être un atelier de découpe. Ça peut être aussi le besoin de construire une nouvelle cuisine pour le territoire parce qu'en fait, il n'y a pas de cuisine sur place. Donc voilà, il y a plein d'investissements quand même assez importants qui sont faits par les collectivités. Et justement, c'est là-dessus peut-être que des aides de l'État peuvent être utiles. Et enfin, je terminerai juste avec la richesse et l'ingénierie des territoires, puisque ça, c'est un levier qu'on retrouve pas mal en fait dans les réponses des collectivités. C'est le fait de faire appel à d'autres territoires pour s'inspirer, pour découvrir d'autres projets et pouvoir l'appliquer ensuite sur son territoire. Merci beaucoup Inès. Le temps file très vite toujours sur ces temps d'1 heure. Je te propose d'arrêter le partage parce que là du coup... Ouais. Je propose qu'on donne la parole à Pauline Blondel, qui est chargée de projet agriculture et alimentation durable à la ville de Grande-Synthe, pour nous présenter les actions de la ville de Grande-Synthe en la matière. Peut-être qu'elle répondra en partie aux questions soulevées par plusieurs participants. Je viens de les perdre, mais de mémoire, il y en a une sur la commande publique et les leviers de disposition de la commande publique, notamment pour acheter local, et une autre question en suspens sur l'autodiagnostic. Je propose qu'on entende le témoignage de Pauline Blondel et peut-être elle y répondra en partie, et sinon on garde ces questions pour un petit temps d'échange à la fin. Donc, bonjour à tous. Du coup, il faut savoir que donc, moi, à Grande-Synthe, je suis chargée des projets agriculture et alimentaire.
Mais il y a aussi un service restauration scolaire et c'est eux qui gèrent les cantines scolaires, les menus, etc., les relations avec les prestataires et que le marché public, il est aussi écrit avec le service commande publique. Et du coup, en fait, nous, le pôle transition écologique et sociale, on sert un peu de lien entre les différents services et les différents projets de la ville. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai une mission un peu sur la restauration collective, et notamment parce qu'il y a un projet de ferme urbaine sur Grande-Synthe, et donc je m'occupe, et donc on essaie de faire le lien entre les maraîchers et la restauration collective. Du coup, si on veut reprendre un peu comment a démarré le projet, la ville de Grande-Synthe, elle est dans une démarche de transition globale de ville en transition. Et ça a été la première ville de France de plus de 20 000 habitants à proposer, dès la rentrée de 2011, des repas en fait 100% bio dans les cantines scolaires. Et du coup, en allant au-delà des textes qui demandaient 20%. Et donc en 2014, elle a rejoint l'association Un Plus Bio pour continuer à partager sur cette dynamique. Pour le maire de l'époque, le prisme du bio, c'était un des liens qui relie et qui peut amoindrir les crises qui se conjuguent aujourd'hui, que ce soit la crise agricole, la santé et les conséquences sur les familles les plus fragiles économiquement, et puis aussi la crise climatique et énergétique. Du coup, dans le projet, l'implication de la municipalité, elle a été très prégnante. Et pour le maire, il était crucial d'amplifier en fait, le mouvement des cantines bio pour pouvoir espérer créer des filières moins fragiles. Et le maire avait constaté que les prestataires de préparation des repas, ils ne peuvent pas satisfaire les deux univers, le bio et le non-bio. Il faut qu'ils puissent s'engager au niveau de toute leur chaîne d'approvisionnement et de préparation en étant sûr que la quantité à produire justifiera l'évolution de leurs pratiques et aussi de leur matériel, etc. Et du coup, c'était pour lui le rôle du politique de les conforter dans cette démarche. Du coup, le projet, il est porté depuis 2011, le 100% bio dans les cantines. C'est vraiment issu d'une volonté politique forte. Auparavant, il était réservé aux élèves des écoles primaires et depuis la rentrée 2020, il s'est étendu aux élèves des écoles maternelles. Et les élus ont toujours été moteurs dans cette dynamique de justice alimentaire parce que pour eux, c'était un moyen de rendre une alimentation de qualité accessible à tous. Et ils entendaient par durable une alimentation qui permette un respect de l'environnement, de la santé et des paysans aussi. Et du coup, ce choix politique fort est assumé. En 2009, la municipalité elle avait lancé l'objectif de 50% de bio dans les restaurants scolaires. Et en 2011, elle a fait le choix d'étendre au 100% bio parce qu'elle se demandait pourquoi se limiter à 50% si on peut faire en fait du 100%, si on peut faire. Par contre, ce qu'on constate, c'est que tous les services de la mairie se sentent pas forcément concernés et voient dans cette demande parfois une contrainte supplémentaire plutôt qu'une opportunité. Sur le fonctionnement de la restauration à Grande-Synthe, du coup, comme je le disais, elle est appréhendée par différents services. Il y a celui éducation petite enfance pour la restauration scolaire. Il y a le CCAS qui s'occupe du portage de repas à domicile, l'EHPAD qui a sa cuisine aussi pour les personnes âgées. Et du coup, là, je vais plus focaliser sur la partie restauration scolaire. Donc, c'est environ 1000 repas par jour qui sont servis cette année. C'est environ 700 repas en primaire et 300 en maternelle. Et 2/3 de ces repas sont fabriqués par les ateliers du littoral dunkerquois. Donc ça, c'est un ESAT. Et donc, c'est une partie de la restauration scolaire qui est en gestion déléguée, du coup. Et puis, il y a une autre partie qui est en régie directe avec un équipement de Grande-Synthe, donc le centre culturel du Puitou, qui lui possède sa cuisine sur place et les repas ils sont servis aussi. En ce qui concerne du coup la gestion déléguée, il y a des marchés publics qui sont passés.
Et dans son cahier des charges, la ville de Grande-Synthe, elle a inclus une clause sociale pour s'ouvrir aux institutions insérant des travailleurs handicapés dans ses critères de sélection. Et donc, le centre a dû adapter son offre aux spécificités demandées par la ville. Du coup, ce qu'on a constaté, c'est que suite aux recommandations du 100% bio exigé par la ville, il y avait quand même un surcoût de 37% qui avait été occasionné. Et la municipalité, elle a fait le choix d'absorber intégralement ce surcoût dans le budget municipal et sans contrepartie supplémentaire pour les familles. Donc, voilà. Donc, les repas sont fabriqués dans une cuisine centrale et sont livrés dans 5 cantines satellites en ce qui concerne la gestion déléguée. Par rapport aux différentes étapes, il y a eu en 2016 la ville qui a participé aux victoires des cantines rebelles, donc d'un plus bio, et qui a été lauréate dans la catégorie courage politique, donc qui renforce encore cette idée que vraiment le portage politique était important à Grande-Synthe pour cette restauration collective plus durable. Voilà. Et la pratique de la restauration du 100% bio dans les cantines, ça a amené l'équipe municipale à une réflexion sur l'intégration de l'amont de l'activité de restauration et donc de la production. Et ça l'a amené en 2017, du coup, à racheter des terres d'un maraîcher qui partait à la retraite pour installer de nouveaux exploitants, de nouveaux maraîchers qui, sans ça, n'auraient pas accès à la terre. Le maire, il estime que s'impliquer dans la thématique du bio, ce n'était pas un affichage, mais une nécessité pour questionner complètement la filière. Du coup, depuis 2017, la ville, elle porte un projet de ferme urbaine multiservice qui regroupe 3 fonctions principales. Donc, il y a une fonction, une fonction de production maraîchère sur des surfaces limitées et en circuit court, dans la perspective d'approvisionner la restauration collective locale. C'était vraiment un des critères qui était mentionné dans les appels à candidature de maraîchers, qu'ils s'engageaient à fournir la restauration collective locale. Ensuite, il y avait un volet formation et un volet pédagogique tout public. Du coup, ce projet, il est reconnu comme projet pilote à l'échelle de la communauté urbaine de Dunkerque. Et il s'inscrit dans un partenariat large avec des acteurs du monde agricole et de la filière bio. Du coup, l'enjeu de proximité et de lien avec la restauration collective locale implique également une coopération du coup avec les ALD qui historiquement travaillent avec la ville de Grande-Synthe pour la fabrication des repas, et aussi avec la FEJ, qui est une autre association d'insertion qui, elle, a créé une légumerie sur le territoire et qui travaille avec les maraîchers aussi et avec les ALD, donc pour leur fournir des légumes qui soient déjà un peu travaillés. Bon, après, je pourrais parler plus du projet de... Merci Pauline. J'ai juste une petite question concernant la ferme urbaine. Oui. Donc, par rapport à la gestion de celle-ci, la ville est passée par un appel à projet, c'est bien ça? Et alors, Oui, ce sont des maraîchers individuels en direct qui ont répondu ou une structure collective? C'est des maraîchers individuels qui ont répondu. En fait, il y a eu 2 appels à candidature. Il y en a eu un premier en 2018 et un second en 2019. Et à chaque fois, il y a 3 maraîchers qui ont été installés. Pour ceux qui le souhaitaient, ils ont été accompagnés dans un premier temps par une couveuse d'entreprise pour pouvoir lancer leur activité, parce qu'ils n'avaient pas forcément tous d'activités précédentes dans le maraîchage. Du coup, c'était une façon de se sécuriser un peu avant de lancer leur activité. Ok. Aussi, du coup, une occasion pour eux de tester leur activité de maraîchage. Très bien, merci. Mais peut-être je vous ai coupé dans votre développement. Sinon, du coup, ouais.
Du coup, ce qu'on constate actuellement, c'est qu'on est au 100% bio dans les cantines, mais finalement, c'est assez difficile pour les maraîchers de la ferme urbaine d'accéder au marché de la restauration collective. Et donc, on travaille avec la communauté urbaine de Dunkerque, qui est bio en Hauts-de-France, à l'introduction des produits bio et locaux, en particulier donc issus de la ferme urbaine, auprès des prestataires, parce que les prestataires de restauration notent que les maraîchers n'ont pas toujours les quantités suffisantes dont ils auraient besoin, et du coup ça multiplie, ça les contraint à multiplier leurs fournisseurs. Et d'autre part, les maraîchers disent ben oui, mais nous on ne nous donne pas les quantités dont ils auraient besoin, ça nous permettrait de pouvoir prévoir nos plans de culture. En plus, nous, on a la volonté qu'ils travaillent en collectif. Ils sont aujourd'hui 6 à être installés. Donc, en travaillant en collectif, en fait, on imagine qu'ils puissent répondre à la demande de la restauration collective. Donc, du coup, on travaille dessus pour favoriser que maintenant, encore plus que le 100% bio, ce soit le local aussi qui puisse prendre le dessus. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On a plusieurs questions. Peut-être, du coup, ça me permet de participer à la réponse qui était posée tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver. Comment font les collectivités territoriales pour acheter local malgré l'absence de changement dans les règles des marchés publics? Enfin, voilà, je trouve qu'à travers le témoignage de Pauline Blondel sur Grande-Synthe, on voit que c'est aussi via du sourcing, en fait, par la connaissance des acteurs du territoire. Vous l'avez en tout cas expliqué par rapport au travail avec les ZAT, c'est-à-dire que c'est avec la connaissance de cette structure et de sa capacité à répondre qu'a aussi été pensé le marché avec une clause sociale adaptée. Enfin, j'imagine que c'est ça. Après, est-ce que vous utilisez d'autres leviers spécifiques? Après, on voit que c'est quand même encore compliqué, notamment quand on rédige les marchés publics. On voudrait pouvoir insérer plus de favoriser le local, etc. Mais on peut pas l'indiquer comme ça. Et du coup, en ce moment, mais en lien avec un plus bio, du coup, on a été mis en contact avec différentes collectivités qui ont réussi par certains critères à favoriser le local, et notamment par des échanges. On avait eu insérer des critères du nombre d'intermédiaires autorisés ou des choses comme ça, et qui font qu'en fait, les grossistes ne peuvent pas répondre et on peut facilement aller directement vers les producteurs. Merci. Alors, je partage deux autres questions qui ont plutôt trait à la... Est-ce que juste, je peux compléter juste Bien aussi, sûr. on n'a pas abordé la question de l'allotissement, mais c'est souvent aussi une pratique qui est courante dans les collectivités. Nous, je donne souvent cet exemple parce qu'il est frappant, mais on a une ville dans le club qui est arrivée jusqu'à 483 lots. Donc, je dis pas ça parce que c'est un exemple à suivre, mais c'est pour dire à quel point des fois les collectivités sont obligées de se contorsionner pour pouvoir en fait vraiment développer l'offre locale dans les menus, quoi. Voilà. Merci. S'il y a d'autres témoignages aussi sur ce point, n'hésitez pas. Je partage pour l'instant les questions qui sont déjà posées. Concernant la ferme urbaine, il y a une question de François Loscheider qui demande si la ferme est du coup en régie municipale. Non. Du coup, les maraîchers se sont installés en nom propre, chacun, c'est des privés, et en fait, c'est la commune qui met par des conventions, et donc on a fait des baux environnementaux, les terres à disposition des maraîchers. D'accord, c'est de la mise à disposition sans location. Si, il y a une location quand même. Ok. Mais du coup, à des prix assez faibles pour permettre à des jeunes de se lancer dans cette activité. Et alors, on a une question, je ne sais pas de qui, et alors je pourrais retrouver, mais ce serait assez long. Mais de la SPL Haute-Garonne Développement qui dit « Bon, merci pour ce témoignage. Quel outil juridique permet à la commune de mettre à disposition un terrain tout en indiquant une obligation de revendre aux cuisines scolaires ?» Alors, il y a
Enfin, il y a eu les appels à candidature qui ont été passés et dedans, il y avait les ambitions et les objectifs de la ville qui étaient de vendre à la restauration collective. Après, c'était pas une obligation, mais en quelque sorte, en acceptant de s'installer, les maraîchers s'engageaient à vendre à la restauration collective. Ah, et Patricia Andriot complète en indiquant qu'elle pense que le bail à clause environnementale le permet. Si je peux aussi juste compléter, c'est justement tout l'objectif du projet Friche Rebelle qu'on mène, parce que je trouve ça génial qu'il y ait une question comme ça, parce qu'en fait, il n'existe pas d'outil juridique vraiment clé en main pour obliger un producteur, enfin, inciter un producteur à écouler sa production vraiment sur le territoire. Ça se passe vraiment dans les relations, le lien, les outils qu'il y a sur le territoire. On a des moyens d'agir sur la manière de produire, comme le disait quelqu'un, il y a le bail à clause environnementale. Il y a d'autres outils, il y a les obligations réelles environnementales. Là-dessus, il y a des choses. Mais pour vraiment sécuriser une contractualisation entre collectivités et producteurs, aujourd'hui, on est quand même dans le flou et un peu laissé, en fonction un peu des initiatives et de ce que veulent bien expérimenter les collectivités. Donc, on essaye vraiment de travailler là-dessus avec un groupe de juristes pour essayer de justement un peu éclaircir ce sujet. Merci beaucoup. Je pose enfin une question de François Loscheider que j'avais laissé de côté depuis le début. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur moment, mais voilà, je m'excuse parce que j'aurais pu la poser plus tôt. Du coup, on revient sur les engagements, je pense, liés au label Écossaire en cuisine. Il demandait comment se gère la réponse à tous ces engagements pour une ville quand elle est dans un syndicat de restauration collective. Par exemple, pour ce qui est du diagnostic sur le gaspillage. Donc, je pense que c'est une question qui vous revient, Inès et Amandine. Oui. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Les obligations, finalement, elles sont les mêmes. Comment la réponse se gère, c'est-à-dire peut-être le fait d'être dans un syndicat de restauration collective, mais j'invite vraiment Monsieur Loscheider à préciser la question oralement s'il le peut. Ce sera peut-être. Merci pour ma question et désolé pour mes questions, mais effectivement, quand on est dans un syndicat, donc il y a un certain nombre de réponses aux obligations que le syndicat peut apporter, hein, par exemple sur la part du bio ou des produits durables. Mais le diagnostic contre le gaspillage, est-ce que c'est le syndicat qui le fait, sachant qu'il produit les repas et les livres, ou est-ce que c'est la collectivité membre qui doit le faire, ou est-ce que ce sont les deux, chacun pour ce qui lui revient? Comment ça s'organise? Moi, j'aurais tendance à dire c'est quand même la structure qui prépare les repas. Parce qu'en fait, vous aurez la possibilité de le demander, mais vraiment de le réaliser, ça me paraît plus compliqué. Alors que si vous avez une cuisine centrale, c'est ça du coup? Il y a une cuisine centrale qui dessert 19 villes, dont Arcueil, hein, la ville dont je suis élu. Voilà. On n'a pas de cuisine, effectivement, à l'échelle d'Arcueil. Alors, du coup, pour vous répondre clairement, en termes de réglementation, je ne sais pas qui, est-ce que c'est la commune ou le syndicat qui doit faire la preuve qu'il a réalisé le diagnostic, mais en tout cas, en termes de cohérence et de fonctionnement, j'aurais tendance à dire que c'est beaucoup plus pertinent que ça soit porté par le syndicat, puisque c'est vraiment sur la cuisine centrale que voilà, il y a du gaspillage, on sait qu'il y a du gaspillage autant en amont qu'en aval au niveau du service. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence et que ça soit porté à l'échelle de toutes les communes. Merci. Et je partage le témoignage de Christine Haro, qui est conseillère municipale à Ramonville-Saint-Agne, qui indique qu'à Ramonville-Saint-Agne, il prépare l'installation de maraîchers avec l'aide d'un incubateur agroécologique qui s'appelle le Centième Singe. Et ils sont déjà repérés des terrains et sont en train de déterminer le nombre d'hectares dont ils ont besoin. Et elle continue, pardon, mais n'hésitez pas à prendre le micro, hein. Nous sommes déjà à plus de 25% de bio dans la restauration de la ville. Nous avons un lycée agricole qui participe également au projet. Dans la commune, certaines associations environnementales ont développé depuis plusieurs années des cabas en circuit court. Voilà, pour ce témoignage, merci beaucoup. Si quelqu'un, il est déjà 32, donc on va malheureusement bientôt devoir mettre fin à cet échange. Si quelqu'un souhaite poser une question ou partager un témoignage, c'est le moment. Oui.
Ouais, Patricia, je veux bien dire un mot. Vas-y, je t'en prie. Donc, je suis élue, moi, dans un territoire rural en Pays de Langres et je suis référente du plan alimentaire territorial et on vient de répondre à l'appel à projet dans le deuxième volet, le volet investissement, où le PETR a joué le rôle de coordonnateur des projets sur le territoire. Voilà. Et juste par rapport, et notre pas de porte sur l'appui à la Restauco, hein, clairement. Le sujet qu'on a, et je ne sais pas si c'est un sujet sur d'autres, c'est l'articulation. Enfin, on est un peu confronté au fantasme de la cuisine centrale qui résoudrait tous les problèmes. Et alors que le parti pris qu'on a, nous, c'est plutôt d'avoir valorisé différentes expériences. On est sur un territoire rural, donc étendu et pas dense. Donc, on a plusieurs expériences sur le territoire de confection de repas par des unités diverses, un collège, une maison, un accueil centre FCV, enfin voilà, qui font un gros travail pédagogique et on allie l'offre au travail pédagogique et donc on a envie de consolider ça. On le complétera sans doute par un investissement en cuisine centrale parce ça fournit 500 repas et on a besoin de 7500 sur le territoire. Mais voilà, c'était juste pour témoigner que cette articulation entre la volonté de faire vraiment travailler, de consolider les acteurs locaux et l'idée d'un outil efficace, mais qui, quelque part, répond très directement à l'objectif consommer des produits locaux, mais reproduit un peu des schémas moins intégratifs qu'on a actuellement sur le territoire via Sodexo, etc. C'est pas très simple à gérer. C'est juste, voilà, un témoignage de ce à quoi on est confronté dans l'avancée de ce projet alimentaire territorial. Merci Patricia pour ce témoignage. Si quelqu'un souhaite rebondir, n'hésitez pas. Je ne sais pas, Inès, si c'est quelque chose qui fait écho à ce que des membres de votre réseau traversent. Oui, si, complètement. Et en fait, la question du modèle, elle est quand même assez importante. On a pas mal de cas là en ce moment de collectivités qui s'interrogent sur le fait de remunicipaliser leurs services de restauration pour avoir vraiment la maîtrise plus complète des repas. Et aussi des collectivités qui s'interrogent sur le passage d'une unité de cuisine centrale à plusieurs unités de cuisine satellite. Enfin, satellites qui produisent vraiment des repas, quoi, qui ne réchauffent pas. Et c'est vrai qu'il y a des limites en termes de... On a beau dire, bien sûr, enfin, manger bio et local à la cantine, c'est possible, mais on a parfois certaines contraintes ou limites qui sont posées par la façon dont c'est structuré, en fait, la restauration. Et moi, je trouve intéressant, en tout cas, le témoignage, même si ça paraît compliqué. En tout cas, je trouve que c'est quand même un beau projet. Très bien. Bah, merci beaucoup. Vraiment, ce qui est surtout difficile, c'est de faire changer les habitudes, témoigne Christine Haro. Effectivement, je pense que... D'ailleurs, Pauline Blondel, tout à l'heure, dans votre témoignage, vous évoquiez le fait que certains agents perçoivent cette ambition politique du 100% bio comme une contrainte. On va malheureusement pas forcément avoir le temps de développer, mais effectivement, on voit qu'il y a aussi une histoire d'habitude à changer qui est un gros enjeu. Et voilà, là-dessus, on revient sur tous les leviers présentés tout à l'heure par Inès sur la formation, le partage d'expériences, etc. On est sur des rendez-vous courts sur ces temps d'échange autour d'alimentation durable et économie sociale et solidaire. Merci beaucoup vraiment à Inès et Amandine et à Pauline Blondel de la ville de Grande-Synthe. Merci aussi à vous toutes et tous qui avez partagé vos témoignages dans le chat et par le micro. J'espère que je n'ai oublié aucune question. Si c'est le cas, de toute façon, je les reprends et je partagerai auprès du réseau 1+ Bio ou auprès de Pauline Blondel si c'est une question qui s'adressait directement à elle. Oui, on se tient à disposition pour répondre à d'autres questions. N'hésitez pas. Voilà, et on pourra partager vos contacts. Je pense, on en avait, voilà. Merci à tous, très très bonne après-midi et puis à bientôt. Prochain rendez-vous quand même, sur ce cycle alimentation durable et économie sociale et solidaire dans un mois, donc on tombe sur le 23 avril et on échangera sur la place de l'économie sociale et solidaire dans les PAT.
projets alimentaires territoriaux. Voilà. Mais vous recevrez l'info. Très bonne fin de journée à vous.